Moi, je pense qu'on est des drogués en vrai. On s'est fait éclater la tête par des livres et on cherche notre dose, quoi. Donc, on va lire d'autres livres pour essayer de retrouver notre dose de cam en disant ouais, j'ai adoré ce moment-là, parce qu'il y a des livres, je me souviens, quand je les ai lus, quand j'ai eu la révélation, l'épiphanie, à ce moment-là. C'est ça qu'on cherche. Donc, soyez curieux, vous allez trouver des choses formidables. Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy? C'est une bonne question, parce que tout le monde m'a donné des choses à peu près différentes et en même temps assez semblables. Il y a deux notions, moi, qui m'intéressent là-dedans. Il y a la notion de plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'évades dans des mondes plus ou moins imaginaires, plus ou moins lointains, et en tout cas que tu déformes la réalité pour offrir un autre cadre. Mais ça, c'est le plaisir des lecteurs et des lectrices, hein, comme pour le polar, par exemple. Hein. Voilà. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que ce sont des littératures qui, en plus, si tu en as envie, te donnent quelques clés de compréhension, de discussion autour du monde. Voilà. En fait, ce sont des livres, des littératures qu'on dit non mimétiques. Elles ne miment pas le réel, mais elles ne font que parler du réel, que de parler de politique, de système, d'humanité. Et à partir de ce moment-là, ça permet une grille de lecture qui n'est pas inintéressante. Donc voilà, la science-fiction, ça parle toujours d'aujourd'hui, hein, quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaye de faire. Ça fait pas de futurologie, ça prévoit pas le futur, ça déforme pour pouvoir faire. Mais voilà, donc il faut en lire parce que c'est comme la littérature, c'est comme le polar, ce sont des clés sociétales pour comprendre, tout simplement. Et puis il y a l'humain là derrière. Oui, et puis tu disais aussi qu'une forme de distanciation, enfin qu'on pense voir en se retrouvant avec des choses qui sont totalement éloignées de nous, bah, finalement c'est ce qui nous permet d'avoir le meilleur reflet de ce qu'on est. En fait, c'est le grand pouvoir de la fiction, et c'est pour ça que l'humanité se raconte des histoires depuis que l'humanité est l'humanité, hein, au coin du feu, puis sur des murs de grotte, puis sur des peaux de mouton, puis maintenant dans des films, dans des séries, un petit peu partout. On joue à se raconter la réalité. Et donc, en jouant à se raconter la réalité, on peut aussi la déformer pour mieux la comprendre, parce que quand on est, on va reparler évidemment de 1984, quand on est dans 1984, on a un miroir grossissant du nazisme et de l'Empire soviétique à ce moment-là. Et donc, c'est par le biais de ce miroir grossissant qu'on voit un petit peu les problèmes. On prend un problème, on le grossit, il prend toute la pièce, donc on voit plus que ça. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser des questions. Donc, c'est un effet de diffraction de la réalité qui ne parle que de la réalité, mais qui est une bonne manière de faire. Alors, on parle de science-fiction, on parle de fantasy, il y a un peu différents genres littéraires. Il y a une frontière, c'est quoi exactement la différence entre ces genres? Eh ben, ce qui est génial, c'est qu'on met des frontières, et puis après, tu sais comment sont les auteurs et les autrices, ils s'amusent évidemment à les sauter allègrement. Alors, la fantasy, globalement, c'est un Moyen-Âge plus ou moins fantasmé, c'est le Seigneur des Anneaux, hein, donc j'ai une épée, un chevalier, un dragon et beaucoup d'or, et si possible des elfes et des nains, mais on n'est pas obligé, et peut-être de la magie, mais on n'est pas obligé, voilà. Le fantastique, c'est aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui et maintenant avec des phénomènes surnaturels, donc l'irruption du surnaturel dans notre vie, un fantôme, par exemple, un golem, un monstre, de la magie aujourd'hui. Et qu'est-ce qui pourrait se passer si aujourd'hui, au lieu de l'arme atomique, on avait des sorciers avec des gros sorts pour régler les problèmes du monde. Et puis la science-fiction, ça se passe dans le futur. Donc globalement, c'est Star Wars, mais Star Wars, c'est très loin dans les étoiles. Mais ça peut être le futur dans 2 ou 3 ans. On n'est pas obligé d'aller très très loin. Une fois que j'ai dit ça, il y a plein de sous-catégories qui sont pas très très intéressantes, hein, voilà. Et évidemment, on peut avoir de la science-fiction matinée de fantasy, ou des histoires de maisons hantées, donc du fantastique, en plein milieu du Moyen-Âge. Tout ça est très cohérent et très simple. C'est un peu les 3 grandes familles. Ce sont aussi 3 grandes familles qui ont des origines différentes, littérairement parlant, dans l'histoire de la littérature. Mais comme ce sont 3 familles qui sont non mimétiques, qui miment pas la réalité, du coup, on les regroupe dans un espèce de grand ensemble qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. Jusqu'aux années 2000, on parlait de science-fiction, et puis dans la science-fiction, il y avait la fantasy, le fantastique. Puis avec l'explosion de la fantasy, on pouvait plus dire que la science-fiction, c'est de la fantasy, et du coup, on a parlé de littérature de l'imaginaire, qui est pas très beau, mais qui est le moins pire vocable pour désigner cet ensemble, quoi.
Mais c'est un peu l'histoire de tous les genres, hein, parce que c'est exactement la même chose dans le polar. Entre un thriller et un cozy mystery aujourd'hui, qu'est-ce qui relie tout ça? On n'est pas bien sûr. Donc voilà. Et il y a eu des grandes tendances particulières dans la manière dont la science-fiction et la fantasy ont été écrites à travers le temps? Oui, bien sûr, il y a une vraie évolution, il y a des jalons, il y a des marqueurs. Alors, la science-fiction, c'est vraiment une littérature du réel, et donc, à travers la science-fiction, on a les grandes interrogations de notre temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une époque où on parle beaucoup d'apocalypse atomique, hein. Mais on est au moment de la guerre froide, et de facto, c'est une peur qui plane un petit peu sur tout le monde. Les débuts de l'informatique vont engendrer le cyberpunk. Hein, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'informatique totale et on va plonger dans les réseaux? On a une science-fiction écologique ou écologiste qui monte en puissance au fur et à mesure que ces thèmes-là s'imposent dans notre actualité. Donc, la science-fiction, il y a des courants, c'est très rigolo, hein, c'est toujours de jouer et de se dire qu'est-ce que ce courant dit de l'époque dans laquelle qu'on traverse. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que les auteurs et les autrices sont des gens de leur temps, et que à travers eux, ou consciemment ou inconsciemment, se rejouent quand même les grandes thématiques de leur temps. Alors, par exemple, un auteur comme Lovecraft, qui est un grand maître du fantastique, qui a fait beaucoup de fantasy et de science-fiction aussi, lui se revendiquait comme un auteur du XVIIIe siècle, alors que, techniquement parlant, dans l'histoire de la littérature américaine, donc on est fin 19e, début 20e, surtout début 20e, il rejoue une grande partie de cette littérature américaine qui se défie un petit peu des villes pour revenir un petit peu à la nature. Donc même lui, il est traversé en fait par les thématiques, les grandes thématiques de son temps, peut-être un petit peu par derrière lui, parce qu'il était un petit peu à part, ce garçon, mais tout de même. Donc on a effectivement des courants qui passent, et la fantasy, c'est exactement la même chose. On n'écrit plus de la fantasy aujourd'hui comme on le faisait fin 19e, parce que ça s'inscrit dans des courants, et puis aussi parce qu'il y a des jalons. Alors aujourd'hui, écrire de la fantasy, en gros, il y a quand même un gros marqueur, c'est Tolkien, quoi. C'est-à-dire que si je mets 2 nains, 3 elfes, des aigles géants et un anneau, tout le monde va savoir à peu près qui c'est. C'est la même chose avec Harry Potter. Si je te raconte l'histoire d'un petit sorcier qui va dans une école qui a une cicatrice, bon, il va falloir te définir, savoir si tu es pré-Harry Potter ou post-Harry Potter. Donc là aussi, il y a des courants. Et puis, pour terminer ma réponse, qui est toujours un petit peu longue, et je m'en excuse, on redécouvre aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on parle dans le livre avec Anne Besson, on parle de mythologie et de la réinvention, de la relecture féministe de la mythologie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va écrire des histoires de fantasy qui se passent avec des dieux grecs, mais plutôt du point de vue des déesses, ou en tout cas du point de vue des femmes qui sont pas très bien traitées donc dans la mythologie grecque. Mais ce mouvement féministe qui est aujourd'hui réinvente un petit peu les codes, et on va relire certains bouquins de mythologie, de fantasy, et on va y retrouver des bouts aussi de ce féminisme-là. Ça se posait pas. Ça veut dire que un bouquin des années 60, on peut aussi appliquer une grille de lecture des années 2020-2025, et on va trouver d'autres choses que ce qu'on aurait pu voir en 1980. Je suis clair? C'est comme Le Petit Prince. Limpide. C'est exactement comme Le Petit Prince, tout pareil. Des gens comme George Martin ou Robin Hobb sont apparus au milieu des années 90-2000, puis il y a eu l'explosion évidemment de Game of Thrones. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nouvelles générations d'auteurs et d'autrices qui s'imposent. Là, on a publié par exemple un auteur qui s'appelle Victor Lavallée pour un bouquin de fantastique horrifique qui s'appelle Le Changelin. C'est un des marqueurs du retour de l'horreur aujourd'hui. Voilà un nouveau nom, une nouvelle référence. Il va falloir le travailler de façon à ce qu'il puisse s'imposer pleinement, quoi. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est vrai qu'on a toujours ces mêmes références qui reviennent, mais l'attrait pour des œuvres comme Dune ou Le Seigneur des Anneaux ou Narnia, il n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on pourrait avoir peut-être plus dans le polar, où les anciens noms, on les lit un peu, on va dire, pour avoir la culture générale, mais là, ce sont toujours des choses qui sont considérées comme très actuelles. C'est quoi? C'est le fait que justement, c'est pas dans une époque? Non, je crois que surtout il y a le phénomène télévisuel d'adaptation en fait médiatique qui a joué, parce que tu parles de Narnia par exemple, il y a eu les 3 films, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Tolkien, il y a eu les films de Peter Jackson, il y a la série Les Anneaux de Pouvoir, il y a plein 1001 projets, donc il y a toujours une évolution vidéoludique derrière.
Et puis, ce sont des univers qui se sont beaucoup... il y a une forme d'extension d'univers. C'est-à-dire que ce sont des univers qui se prêtent à des jeux, à des adaptations en bande dessinée, à des adaptations en film et en série, à des jeux de rôle, par exemple. Très clairement, Tolkien a pas mal bénéficié de Donjons et Dragons, hein, avant qu'il ait son propre jeu de rôle sur les terres du milieu. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, on fait un peu moins de jeux de rôle avec Jean-Patrick Manchette, que j'adore par ailleurs, hein, mais peut-être qu'en polar, ça s'y prête un petit peu moins. Je dis un petit peu moins parce en polar, on a nos success stories aussi. Hein. Je viens d'annoncer sur Bipolar une nouvelle série autour d'un livre d'Agatha Christie, quoi. Donc voilà, il y a un moment, la machine médiatique s'empare des œuvres et c'est ça qui les fait perdurer un petit peu dans le temps et grandir encore. Et c'est pour ça que ces références sont aussi connues, parce que moi, je connais des dizaines d'auteurs et d'autrices qui étaient des grands noms et qui n'ont pas eu cette chance-là, quoi. Et ça a une valeur ajoutée pour toi, ces adaptations, pour toucher un public plus large ou pour amener des personnes vers la lecture? Alors, il y a deux choses. Donc, il y a un certain nombre d'œuvres. Moi, je suis un fanboy. Donc, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, par exemple, la nouvelle série. Je reconnais que c'est long, que ça n'a pas grand-chose à voir avec la choucroute, que l'histoire est pas si folle que ça. Mais moi, voir Galadriel sur un cheval pendant un plan séquence de 2 minutes qui galope sur la plage avec sa robe au vent, bah, moi j'aime bien. Voilà. Il y a un côté fanboy, pardon, qui est quand même intéressant. Tu poses une question en creux, amener les gens à la lecture, alors ça j'y crois moins. Dans les années 2000, il y a eu une conjonction de phénomènes. On a eu à la fois Le Seigneur des Anneaux au cinéma et à la fois le début d'Harry Potter. Et là, on s'est dit, c'est génial, c'est comme une comète. Les gens, ils vont voir Harry Potter, ils auront envie de lire Harry Potter, et puis une fois qu'ils auront lu Harry Potter, ils iront voir un autre livre de fantasy ou de fantasy jeunesse. Voilà. Bon, ça marche pas. Le ruissellement, ça marche pas. Hein, on le sait maintenant de manière un petit peu plus forte. Les films Star Wars, sans doute, ne bénéficient qu'aux livres Star Wars. Tu vois. Et encore, c'est pas sûr. Donc voilà. Et dans ma vie d'éditeur, j'ai publié 7 livres avec George Martin, enfin 2 George Martin. Pour le coup, on était, je sais pas, peut-être à 1% des ventes par rapport à Game of Thrones, par rapport au Trône de Fer. Donc en fait, ça marche assez peu sur les auteurs eux-mêmes, les auteurs et les autrices, mais alors ça marche encore moins sur les autres auteurs et autrices. Mais le phénomène, il est plus global, c'est le phénomène de la lecture et de sa place dans le divertissement. Quand on rentre chez soi le soir, désormais, on a des plateformes pour voir des séries, on a des jeux vidéo, l'industrie du jeu vidéo cartonne, on a des gens, mais des ados aussi, qui passent leur temps sur leur téléphone, et que sans doute le truc qui a le moins de boutons et qui est le moins partageable, c'est la lecture. On lit pas à deux sur un canapé. Si, au début, quand on est très amoureux, on lit une page chacun et c'est formidable, mais ça tient pas sur 40 ans de vie commune. Et du coup, la question, c'est plus la question de la place de la lecture dans notre mode de consommation culturelle. Il y a une concurrence des loisirs, hein, de manière assez simple. D'ailleurs, sur les études, on voit de plus en plus que les gens ils lisent chez eux, mais ils lisent surtout dans les transports, dans les transits, d'ailleurs dans les temps entre. Donc voilà, on a toujours mieux à faire chez soi. On cherche de la légitimité de manière très forte. La légitimité en science-fiction, elle passe aussi par les scientifiques. Donc par exemple, quand on parle d'un genre qui s'appelle l'Uchronie, qui travaille sur l'histoire et qu'est-ce qui se serait passé si Napoléon avait gagné Waterloo au lieu de se faire battre à plat de couture, comment le monde en aurait été changé, et ben dans ces cas-là, l'Uchronie, on invoque les historiens et comment les historiens jouent avec l'Uchronie. Donc je ne suis pas sûr que tous les scientifiques aiment la science-fiction, mais un certain nombre l'aiment, c'est sûr. Voilà. Et ça permet un certain nombre d'expérimentations. Alors là aussi, je mitige. Je pense que c'est vrai. On a pas mal de scientifiques d'ailleurs qui sont aussi auteurs de science-fiction dans l'histoire de la SF, mais pas toujours dans leur champ d'application. Parfois, ils permettent d'un certain nombre de libertés. Un monsieur comme Fred Hoyle, qui était astrophysicien et qui imaginait des nuages extraterrestres venir se poser sur la Terre. Bon, alors certes, il était astrophysicien, mais je suis pas sûr qu'il ait testé toutes les expériences en live. Mais c'est intéressant parce que c'est quand même comment est-ce que la littérature s'applique au monde. On a toujours l'impression que la littérature, ce n'est qu'un loisir qui n'a aucune conséquence sur ce que nous vivons. De facto, on a un certain nombre de gens qui s'emparent de la littérature pour en faire des choses. Alors,
des choses bien, parfois des choses moins bien, mais en France, on a un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, par exemple, il a écrit des polars, et il a écrit des polars politiques, notamment. Donc ça veut dire que ça compte pas pour rien, ça c'est sûr. Tu parles des chiffres de vente et de parution des genres, et finalement, on se rend compte qu'un peu comme pour le reste, le fait de toujours mettre dans les cases, ça nuit un petit peu au genre. Enfin, c'est mon interprétation, Ouais, en tout cas. Après, si tu veux, les cases, elles sont pratiques pour les libraires, et notamment, on peut pas demander aux libraires de connaître tout sur tout. Donc, parfois, c'est bien utile de savoir que c'est de la fantasy, de la science-fiction, de l'imaginaire ou pas. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez à peu près 20 à 30% des livres d'imaginaire qui sont publiés dans des collections générales. C'est-à-dire que c'est caché sous des collections générales, mais on en a aussi dans le polar. Le dernier Hervé Lecor, c'était clairement une anticipation un peu dystopique, enfin du post-apo, quoi. Bon, voilà, c'était vendu sous le terme de polar. Donc, c'est des cases, c'est un peu dommage parce qu'il y a des bons livres qui passent en dehors de ça. Ce qui est très difficile en tant qu'éditeur, c'est de sortir de cette case-là. C'est à la fois chouette une case parce que quand tu arrives, tu dis ah, QSF, c'est de l'imaginaire, hop, en bas à droite. Mais quand tu veux faire autre chose ou essayer de dire bah là j'ai un livre qui peut plaire sans doute à un lectorat un peu plus vaste, et ben on te dit ah bah non, on restera dans le lectorat d'imaginaire. Ça c'est un petit peu plus dommageable. Je comprends les cases, mais en tant qu'éditeur, évidemment, ça m'agace. Parce que j'ai vocation à faire des livres que même ma mère peut lire, donc il n'y a pas de raison de se priver. Il y a moins de représentation de ce genre? Non, je crois pas. Je crois pas. On a toujours la sensation quand on est dans un genre de dire ah là là, qu'est-ce qu'on est mal aimé, ah là 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 là, qu'est-ce qu'on nous aime pas. Je pense plutôt qu'on a de la méconnaissance. On a fait des états généraux de l'imaginaire en 2017, puis maintenant on mène un observatoire de l'imaginaire. Bon, ce qu'on voit surtout, c'est de la méconnaissance, plus que du mépris ou de la volonté de ne pas voir. Ce qui est plus difficile après, je termine en deux choses, nous sommes dans des mondes de science-fiction. Donc évidemment, quand on a un Alain Damasio qui sort un livre, bah, il fait plus de 100 000 exemplaires et on le voit partout dans les matinales, etc. Donc on n'a pas de problème avec le genre. Par contre, on a des problèmes avec les représentations. Donc notre difficulté, c'est on a dans l'Observatoire de l'imaginaire, il y a Muriel du FIF qui fait un boulot formidable, qui regarde comment est-ce que toutes les émissions de littérature générale parlent d'imaginaire. Et ce dont elle se rend compte, c'est que la science-fiction, par exemple, est bien représentée, mais elle est bien représentée à partir du moment où elle est dans des collections de littérature générale. Alors, ça s'explique par de la méconnaissance, ça s'explique aussi parce qu'on est en période de surproduction, et ça s'explique enfin parce que l'attachée de presse de Gallimard, elle a sans doute beaucoup plus de contacts dans le monde de journalisme que moi qui suis à Chambéry. Voilà, elle prend sans doute plus de café, plus de pot, elle a plus de carnet d'adresses, et c'est bien normal que moi, petit éditeur indépendant. Donc on peut regretter le manque de curiosité, parce qu'évidemment, il y a toujours la tentation de dire hey, nous aussi, on a des bouquins qui sont vachement bien. Mais bon, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Après, je me plains pas non plus. Il y a tout un tas de journalistes qui font plein de choses chouettes. Là, c'est le journal Les Échos. Les Échos, ils ont un journaliste littéraire. Ils viennent de contacter Ariel Kirou pour parler de Philippe Cadic. Donc, c'est plutôt cool. Ça va faire un article pour Ariel. Et forcément, il parlera de nos livres. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi je suis pas du tout défaitiste et puis je suis pas du tout en mode Calimero. En plus, on a des festivals qui cartonnent. Je veux dire, le festival des Utopias, je crois que c'est 140 000 entrées cette année, donc c'est complètement énorme sur 4 jours. On a des succès, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou Dune, qui ont tout emporté sur leur passage. Donc pas de problématiques, mais des problématiques économiques et des problématiques de marché. Quand tu es dans une phase de surproduction, comment est-ce que tu fais pour toi émerger et pour sortir de production beaucoup plus forte? C'est-à-dire que, évidemment, Gallimard, ils ont plus de commerciaux. Je dis Gallimard, mais ça peut arriver pour Flammarion ou Folio ou d'autres choses, évidemment. Il faut être malin. C'est-à-dire que tu as moins de force commerciale et tu as moins de force de représentation dans les médias. C'est comment est-ce que tu fais? Et si tu devais justement nous conseiller un bouquin, peut-être éventuellement pour des gens qui ne sont pas encore assez ouverts à l'imaginaire?
Voilà, tu sais, c'est une question qui est difficile parce que on se pose toujours la question, nous, du bouquin qui permettrait d'évangéliser des gens. Voilà. Mais en vrai, il y a 1001 bouquins, il y a 1001 gens. C'est comme si on disait: et le polar, par quoi est-ce que vous nous conseilleriez de commencer? Bah, entre un Olivier Norek et un Cédric Cyr, ça n'a rien à voir avec un Agatha Christie, ça dépend de la personne qui est en face. Donc Bah, tu me voilà. conseillerais quoi à moi? Moi, alors, c'est pas préparé, mais j'adore, regarde. Je viens de recevoir aujourd'hui, ça s'appelle Le Bouffon de la Couronne. C'est un premier roman d'un auteur qui s'appelle Thibault Lafargue. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui doit devenir prêtre dans la religion du Christ. C'est un monde médiéval fantastique. Et malheureusement, on lui joue un sale tour et il vomit sur la robe d'un émissaire étranger. Et pour éviter de se faire pendre haut et court, et encore ce serait la solution facile, on dit non. Mais en fait, c'est le bouffon du roi. Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va rentrer dans la cour du roi, qui va devoir faire rire les autres, le bouffon, comprendre un petit peu tout. C'est très cruel, pour le coup. Il y a du sévice corporel assez violent. Je commence à comprendre pourquoi tu... Bah, évidemment. Voilà. Parce que Fred, tu sais pas, mais Nathalie, on l'appelle la psychopathe dans le club de Bipolar. Si, je sais. Voilà. Donc, je pense que, tu sais, un bon roman, c'est souvent un roman où les auteurs et les autrices n'hésitent pas à faire souffrir leur héros. Et là, il y a de ça. Moi, Thibaut, il m'a obligé à aller vérifier le sens de certaines tortures. Voilà, par exemple, je sais maintenant désormais combien de temps on peut rester les bras pendus en l'air, pendus par les bras dans le vide. Voilà, ça fait partie des choses. Donc, c'est un roman qui est passionnant parce que vraiment, le bouffon, c'est celui qui peut rire de tout le monde et qui en même temps est un moins que rien. Donc, il connaît les secrets de tout le monde. Et en même temps, il est très très fragile parce qu'il peut être tué à n'importe quel moment et s'attirer une inimitié. C'est un livre-monde et un livre-univers avec de très belles images. C'est un premier roman de fantasy et ça, c'est vraiment bien. Voilà. Et Kiko rajoute pourquoi vous vous sentez obligé de faire des livres de 3000 pages? Parce que ça, c'est quand même une tendance aussi de faire plein de tomes ou des très gros livres. Est-ce que ça joue pas... je ne sais pas si ça joue compte. Quand tu dis évangéliser des nouveaux, ils veulent peut-être des petits livres. Ouais, mais ça, c'est une mode qui est restée dans les années 80, qui nous vient des années 80-90. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand tu es auteur, que tu développes un monde, donc tout un background qu'il faut que tu racontes et que tu expliques quand même, hein, plus une aventure, plus c'est compliqué, plus tu as tendance à avoir besoin de place. Et quand tu as besoin de place, tu as tendance à faire 1 tome, 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes. Néanmoins, et depuis 4-5 ans, c'est la novella qui a le vent en poupe, c'est le court. Alors moi, ça tombe bien, moi j'ai commencé en faisant plutôt des novellas. Je t'interromps une seconde, Jérôme, parce que tu fais les transitions à ma place, mais c'est trop beau. Question à l'éditeur Actu SF, c'est Christophe Tabar qui est parmi nous. Actu SF avait lancé un appel à manuscrits pour des novellas SF avec le 15 janvier dernier en deadline. C'est ça. Où en êtes-vous sur ce projet, demande-t-il? Peut-être intéressé ou pas, va savoir. Ouais, bien sûr. Christophe, on a reçu 240 novellas. Voilà. Donc, ça te fait une petite volumétrie entre le 2 à 4 millions de signes. Donc, on est en train de le lire. En vérité, on en a épluché une bonne soixantaine là avec mes camarades Laura et Justine, et au fur et à mesure, on avance. Donc voilà. Donc, on a trouvé quelques pépites. J'espère bien avoir épuisé tout cela d'ici cet été, rendre réponse à tout le monde. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc ça cogite. Et je suis très très content que la novella aujourd'hui se fasse une place parce que le cours, la concision, donc pas du tout moi, hein, mais en littérature, je trouve que c'est fort parce que faire une novella, t'es obligé d'être précis et d'être concis. Novella, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, chez vous, vous aviez des consignes, il y a une tranche. Ouais, alors c'est entre 100 et 200 000 signes. La novella, en gros, c'est des livres de 100, 120, 150 pages, donc des petits livres.
qui se lisent assez facilement. Ça nous vient beaucoup des anglo-saxons qui ont découpé entre la short story, donc la très courte nouvelle, la novelette, qui est un peu plus longue qu'une nouvelle, et la novella, qui se confond parfois avec le roman, puisque le roman, parfois, c'est un peu... Mais la novella, on dit entre 100 et 200 000 signes, donc entre 100 et 200 pages, quoi. Et est-ce qu'on a le droit de faire 10 tomes de novella? Oui, il y a d'ailleurs des séries en novella, Cool. chez La Talente ou nos copains du Bélial. Voilà, Martha Wells, par exemple, elle fait une série de novella. Il y a une adaptation qui est en cours. Voilà. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Je dis juste un dernier mot. Sur les séries, on a, nous, des problèmes en tant qu'éditeur, parce que quand vous avez une série de 3 tomes, les libraires prennent le tome 1, quand le tome 2 arrive, ils prennent un peu moins d'exemplaires, et quand le tome 3 arrive, ils prennent encore moins d'exemplaires. Donc quand on lance une série, il faut vraiment qu'on arrive à bien jouer sur le premier tome, parce que sinon c'est compliqué. Et c'est pour ça que je sais que les lecteurs et les lectrices, et je suis comme eux, je râle quand il y a une série en 8 tomes et que l'éditeur s'arrête au 5e ou 6e, c'est qu'à un moment, il n'y a plus assez de lecteurs pour que ce soit rentable. Il est pour qui ce livre? Quand tu l'as imaginé, il est pour qui? Parce que les gens qui nous écoutent se demandent, est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que je vais y trouver? Et qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes? Moi, je pense que c'est d'abord pour moi. Il a été fait à un moment où on était en transition, parce que les éditions ActuSF ont mis la clé sous la porte, puis sont renées sous le nom des nouvelles éditions ActuSF. Moi, je suis d'une école où c'est toujours bon quand même de se questionner sur les évidences et de reposer un petit peu les jalons et se réapproprier un petit peu les choses. Donc je l'ai fait pour moi, et puis je l'ai fait aussi en tant que manifeste, parce que c'est une littérature que j'aime, et que si ça peut permettre d'ouvrir des horizons à des lecteurs et des lectrices qui s'y connaissent ou qui s'y connaissent pas, et leur donner envie d'ouvrir des romans de science-fiction et de fantasy, alors on a gagné. On a gagné. Et puis c'est sans doute en tout cas un petit marqueur de la science-fiction et de la fantasy des années 2020. Voilà. Et ça, l'idée de poser une petite pierre dans un mouvement historique, moi, ça me plaît beaucoup. En gros, c'est pour tout le monde. Allez-y, picorez. Et en plus, on l'a fait pour que ce soit picorable. Il y a 27 chapitres, il y a 5 grandes parties, il y a 19 interviews, il y a des conseils de lecture, il y a des conseils de libraire, il y a plein de choses. Peut-être qu'il y a des gens c'est pas réservé aux initiés. Tout le monde peut s'y retrouver. Ouais, bien sûr. Pas du tout initié. Si c'est une partie qui vous parle moins, et ben voilà. Et puis ça se lit très vite finalement. Ça a l'air impressionnant, mais ça se lit super vite. C'est ça. Non. Et puis, si la première partie sur les images de la science-fiction, ça vous plaît moins, et ben vous allez dans la deuxième. Voilà. Il n'y a pas d'interro à la fin. Non, à la fin, il y a plein de conseils. Les sujets. Voilà, il y a plein de conseils de lecture. Donc si on peut transmettre des choses, voilà, c'est cool.